arrive sur des nouvelles que j'ai pas pu m'empêcher de lire. Alors je les ai pas lues en entier comme d'habitude, mais que je voulais discuter avec vous parce que c'est un sujet qui me touche, moi personnellement. Je trouve que s'il y a quelque chose de vraiment important dans le monde, c'est un peu l'enfance, c'est l'éducation. C'est pourquoi alors pas pour des principes, pas juste parce que je serais un éventuel papa poule, j'ai pas d'enfant donc, mais plutôt parce que je crois qu'aujourd'hui par exemple, si le monde est beaucoup moins raciste quand même qu'à l'époque, qu'en tout cas c'est beaucoup moins accepté, que l'homosexualité ou autre est acceptée et qu'on est plus tolérant et etc., etc., que les choses positives finalement qui arrivent dans le monde sont le fruit d'un travail qui est dans l'éducation. Et notamment quand je vois, alors autour de moi, maintenant, évidemment, ça peut toujours être, ça peut toujours être trompeur, hein, mais quand je vois autour de moi à quel point j'ai l'impression ma génération, je vais le dire un peu comme ça, mais même, je vais dire, les personnes plus jeunes que moi ont l'air de trouver, par exemple, le racisme absurde, de trouver que il faudrait s'accepter plus les uns les autres et justement qui ont l'air d'être beaucoup moins homophobes, transphobes, etc. qu'avant. Euh, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger, l'éducation. Et je suis tombé sur cet article et j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, je trouve est extrêmement important de mettre en avant, que Mediapart met en avant, mais malheureusement qui risque de passer à la trappe, et je voulais au moins laisser une trace ici sur cette chaîne. Enfant placé, le scandale des décisions de justice bafouées. Dans le Loiret, comme dans nombre de départements, le dispositif d'accueil est saturé, au point que des placements d'enfants en danger, ordonnés par la justice pour les protéger, ne sont pas exécutés avant des mois, d'après une enquête de Mediapart. Une maltraitance institutionnelle. Et en fait, pourquoi aussi je me soucie un peu de l'enfance, c'est que notamment tout ce qu'on voit dans les monstruosités, dans les personnes je vais le dire comme ça, mais qui peuvent parfois faire des choses incompréhensibles. Il y a souvent l'éducation, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours, attention, on l'a vu avec notamment les terroristes, hein, parfois c'était des enfants qui étaient totalement bien traités et qui n'avaient pas de problème avec leur famille. Mais c'est vrai que quand on voit parfois des folies meurtrières ou je sais pas, des actes vraiment horribles, notamment des frustrations, eh bien, on se rend compte, j'ai l'impression souvent, que l'éducation rentre en compte, rentre en jeu. Ça ne veut pas dire que tous les enfants maltraités, forcément, vont être des meurtriers, mais je pense que ça veut dire quand même qu'il y a des enfants, quand ils sont maltraités, qui, oui, effectivement, c'est parfois des situations tellement intenables qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Il y a sans doute des chiffres trop honteux pour être diffusés. En France, impossible de savoir combien de placements d'enfants ordonnés par des magistrats pour mettre fin à des violences ou de graves négligences parentales sont réellement exécutés et combien sont en attente, faute de places disponibles, en famille d'accueil ou en foyer. Les départements qui ont pour mission de protéger les mineurs en danger et de les héberger se gardent bien de publier leur retard d'exécution. Même les juges des enfants ne sont pas toujours informés que leur décision est foulée aux pieds des mois durant. Ainsi, le gouvernement qui défend à partir de mardi soir un projet de loi sur la protection des enfants devant l'Assemblée nationale, texte déjà critiqué pour ses insuffisances, ne dispose d'aucune remontée fiable sur un phénomène qui empire pourtant. Le ministère de la Justice renvoie vers une évaluation partielle de 2019 qui évoque une augmentation générale des délais d'exécution. Ah là là, ça c'est noyer les chiffres, hein, amener des chiffres plutôt que d'autres, rester vague, rester flou, ou même parfois aussi déconstruire les stats, hein, déconstruire les statisticiens qui... déconstruire pardon, les institutions de statistiques hein, qui font ces stats parce qu'on dit que ça sert à rien ou bien on le fait discretos. Ça arrive souvent et c'est très triste. Face à l'absence de chiffres nationaux saisissant l'ampleur de cette maltraitance institutionnelle, Mediapart a décidé de zoomer, pour l'exemple, sur un département moyen.
celui du Loiret, ni trop petit ni trop gros, piloté par une majorité de droite, comme la plupart. Alors que ces services de l'aide sociale à l'enfance suivent environ 1500 enfants chaque année, ce sont près de 200 mineurs, en mai dernier, pour lesquels un juge avait ordonné un placement et qui étaient toujours en attente, d'après des documents et témoignages recueillis par Mediapart. D'autres sont accueillis dans des conditions dégradées. Et c'est hyper triste. C'est hyper triste parce que ce sont déjà ces enfants sont déjà des enfants qui vont du coup avoir des faiblesses, puisqu'ils ont déjà été en partie maltraités, et, euh, et qui vont grandir dans un monde du coup déformé, obligatoirement. Ça veut dire que ces enfants vont devoir se débrouiller je trouve, devoir miser sur la chance pour s'en sortir. Ils vont devoir tomber sur les bonnes personnes, devoir parler avec les bonnes personnes, devoir s'instruire eux-mêmes parfois sur ce que la loi par exemple autorise ou pas, sur comment est-ce qu'on... le fait qu'ils aient été éduqués d'une mauvaise manière, et aussi leur mode de pensée est forcément impacté. Dans le sens où peut-être qu'ils auront moins d'esprit critique, par exemple, puisque du coup, si on les a maltraités, si on les a maltraités, souvent les parents ne mettent pas beaucoup d'esprit critique, et pire même, ils risquent de reproduire les erreurs de leurs parents, alors que de base, je vais mettre des gros guillemets, mais ils n'y sont pour rien. C'est comme ça qu'ils l'ont appris. Sur un enregistrement daté de mai dernier, obtenu par Mediapart, des responsables de la protection de l'enfance au sein du département faisaient ainsi les comptes. 40 placements non effectifs, plus précisément 40 enfants supposés bénéficier d'un placement hors du domicile parental, décidé par un magistrat, sont coincés chez eux, dont une vingtaine des enfants de moins de 4 ans. Une mesure judiciaire de placement, rappelons-le, n'est pas décidée par hasard. Il a été constaté, souvent par les services du département eux-mêmes, que l'enfant pouvait être victime de violences physiques ou sexuelles ou de carences éducatives mettant en péril sa sécurité. Dans le Loiret, des placements resteraient inexécutés pendant de longs mois. Alors je vous rappelle aussi que le fait de placer des enfants, c'est pas pour punir les parents. C'est aussi pour protéger les parents. Parce que ces parents qui font des violences physiques ou sexuelles, même pire, parfois c'est pour éviter ces violences, parfois c'est aussi pour éviter qu'elles empirent, hein, et notamment qu'on arrive à des meurtres qui gâcheraient la vie littéralement du coup de tout le monde, puisque du coup il y aurait une victime décédée, et en plus les parents iraient en tôle à jamais, et souvent les personnes comme ça qui maltraitent des enfants sont des personnes qui ont par exemple besoin d'un soutien en fait psychologique, voire même psychiatrique. Et c'est comme ça qu'on aide ces gens-là. Et c'est pas insultant de dire ça. Tout le monde peut avoir besoin d'aide psychologique ou psychiatrique. C'est tout à fait normal. On a un cerveau qui est fait avec des molécules, des atomes, et clairement, on peut pas avoir la pleine puissance. On n'est pas Dieu, quoi. Donc voilà, moi je vois que en fait il y a vraiment que des effets positifs en fait d'agir le plus tôt possible pour éviter des drames qui vont impacter, mais ça va, je veux dire, dernièrement j'ai pu écouter des podcasts sur des méfaits assez des méfaits qui ont eu lieu notamment en Amérique, avec des personnes qui ont fait des choses atroces, et quand on étudie un petit peu comment ils en sont arrivés là, au final, je veux dire, toutes les victimes de leurs actions, on a par exemple, que ce soit les policiers qui vont sur place constater les dégâts qu'ils font à leurs enfants ou autres, hein, les infirmiers, les personnes de leur entourage aussi parfois. Bref, les victimes de ces violences, en fait, ne sont pas les seules victimes souvent. Et donc, ça vaut vraiment la peine d'agir dans ces cas-là, et pas de faire semblant qu'on voit rien et de laisser passer le truc. Danger immédiat. En mai et juin 2021, même des placements en urgence, appelés dans le jargon ordonnance de placement provisoire, n'auraient pas été mis en œuvre. Le dispositif étant saturé d'après des courriers envoyés par le département au tribunal pour enfants d'Orléans. Ces placements d'urgence, pourtant, sont censés être effectifs dans les heures qui suivent la décision de justice. Dans le Loiret, il le serait parfois au bout de plusieurs jours, laissant l'enfant en danger immédiat entre les mains de ses parents.
Sur d'autres enregistrements, toujours au sein du département, des responsables de la mise en œuvre de la protection de l'enfance s'indignent. Pour faire des bâtiments, le fric on le trouve, mais pour trouver des places pour des enfants en danger, il ne se passe rien. Tout le monde est au courant. Les élus sont au courant. Avec ce diagnostic effrayant, la responsable de la plateforme de placement envoie un message à tout le monde pour dire qu'il n'a pas de place. Il n'y a plus de solution, sont pointées les responsabilités politiques du président, LR, autant que celles du directeur du service enfance familiale, LR, les Républicains, donc de droite. Ce que je comprends pas non plus, c'est que si c'est juste un manque de place, pourquoi est-ce qu'on fait pas un appel national à la place, en fait, chez les personnes? Parce que parfois, en plus, ce sont peut-être on peut peut-être trouver des familles, je vais dire, un peu de transition, quoi. Des familles qui sont, voilà, peut-être des parents, enfin, des personnes qui sont plus vieilles. Je pense notamment à des personnes qui ont peut-être 50 ou 60 ans, hein, qui, en fait, pourraient s'occuper d'enfants le temps qu'on trouve une autre solution. Et moi, j'ai jamais, par exemple, entendu, alors je suis pas français, certes, mais je sais qu'en Belgique, j'ai un ami qui a travaillé notamment pour les CPAS, qui sont tout l'organisme en fait qui s'occupe notamment de l'enfance et des enfants maltraités, etc. Et il me semble que oui, il y a des gros problèmes dans ces dispositifs, et je ne comprends pas, c'est incompréhensible pour moi qu'on n'en entende pas parler, et que en fait on cherche pas en fait à atteindre des gens qui ne pensent peut-être pas du tout à ça, qui ne pensent peut-être pas du tout à, j'invente, mais je mets des gros guillemets, mais à pouvoir accueillir un enfant qui vient de parents maltraitants en fait. Le retour de Théo à la maison s'est exercé en violation d'une décision de justice, ce qui constitue une infraction pénale. D'après nos informations, celui-ci s'est même retrouvé sous la menace de poursuites pénales à la suite d'une intervention personnelle contestable. En 2020, dans une décision relative à un mineur en danger que nous appellerons Théo, un juge des enfants écrit noir sur blanc: le directeur enfance-famille a décidé unilatéralement le retour de Théo chez sa mère, critiquant le placement comme étant à l'évidence injustifié. Il convient ici de rappeler que seul le juge des enfants peut ordonner une main levée, une fin du placement. Dès lors, le retour de Théo s'est exercé en violation d'une décision de justice, ce qui constitue une infraction pénale. Pour rappel, hein, un juge, pourquoi c'est un juge qui décide de ça? Parce qu'un juge est censé avoir accès à des éléments que tout un chacun n'a pas forcément accès, et en plus est censé être objectif et impartial. Donc ce n'est pas parce que par exemple ici, c'est qui? Le directeur enfance-famille. Voilà, on ne connaît pas ses positions. On ne sait pas si l'objectif, il n'a pas de formation comme un juge peut en avoir pour essayer d'être un maximum objectif dans les affaires et tenter de trouver le meilleur compromis. Interrogé sur ce point, le directeur enfance-famille du Loiret, MG, n'a pas donné suite à nos mails. Sollicité pour savoir si une enquête pénale avait été ouverte à son encontre, le parquet d'Orléans ne nous a pas répondu. Le président du tribunal judiciaire d'Orléans ne cache pas, auprès de Mediapart, les difficultés rencontrées par les juges des enfants. Ils ont pu exposer leur désaccord sur certaines décisions prises par le directeur enfance-famille, indique Julien Simon Delcros. Une charte commune, toujours en cours d'élaboration, a été jugée nécessaire afin de préciser les rôles et compétences respectives des autorités judiciaires et administratives. Mais est-ce que c'est normal qu'on doit écrire une charte et que ces personnes, quand elles sont engagées, n'aient pas comme précision en fait leur pouvoir et leurs compétences en fait? Je veux dire, à partir du moment où, quand j'ai dû m'inscrire au chômage, tu reçois une lettre avec marqué exactement tes droits et tes devoirs, comment ça se fait que ce soit pas la même chose quand tu deviens directeur d'une institution aussi importante dans la société, qui s'occupe d'enfants qui sont fragilisés et qui ont besoin de soutien? Des foyers saturés. Dans un document interne de novembre 2020, obtenu par Mediapart et relatif à une expérimentation locale, le département affichait clairement son souhait de s'affranchir de certaines contraintes imposées par la justice. Dans ce tableau, un objectif est fixé: désengorger le dispositif d'accueil physique des mineurs confiés. En face, le moyen suivant est envisagé: viser dès que possible à transformer la mesure judiciaire en une mesure administrative afin d'obtenir plus de souplesse dans l'organisation du placement. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Si des décisions judiciaires ne sont pas exécutées dans le Loiret, c'est bien qu'il y a embouteillage. Les familles d'accueil, notamment, sont en surcapacité. Certaines logent plus d'enfants qu'elles ne devraient, jusqu'à 5, alors qu'il s'agit de mineurs en difficulté. Elles craquent selon les propos tenus en interne par un cadre de terrain.
Côté foyer, les différents types de structures, comme les maisons d'enfants à caractère social, seraient aussi saturés. Précisons que le département ne communique même pas le nombre de places existantes en foyer, de même que le foyer d'accueil d'urgence de département baptisé Maison de l'enfance. Et ça, j'arrive pas à comprendre en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre parce que normalement, il y a les politiciens qui sont censés s'occuper de tout ça. Et comment est-ce qu'on peut savoir le nombre de places qui restent alors qu'on n'a pas le nombre de places qui restent? Alors qu'il n'y a aucune donnée qui sont tenues, ça n'a aucun sens. Comment ça se fait? Je le répète encore, mais on parle des familles d'accueil qui sont en surcapacité. Comment ça se fait qu'aucun appel ne soit lancé? Parce que les enfants, c'est un truc qui touche tout le monde. Enfin, tout le monde. Relativement tout le monde. C'est un truc qui peut toucher beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient probablement aider à ça. Et s'intéresser. Mais non. Non, plutôt que de faire ça, en fait, on préfère tout cacher, faire semblant que tout va bien, qu'on a les meilleurs systèmes du monde, et au final, ça pue la merde. À l'été 2019, alors que la structure ne disposait que de 41 lits, la directrice des relations humaines lança un mail d'alerte. 65 enfants confiés. Nous avons besoin de minimum 3 personnes pour passer le mois d'août. À la fin 2019, le plafond officiel est bien passé à la maison de l'enfance de 41 à 65 lits. Mais d'après plusieurs sources, il serait arrivé au cours de l'année 2020 que 90 enfants soient encore accueillis en même temps. Des enfants qui ont non seulement besoin d'être logés, mais aussi encadrés correctement. Et en fait, moi par exemple, je trouve que vraiment c'est là le détail en fait. C'est que moins bien on s'occupera de ces enfants, plus on a de chances que ces enfants refassent les erreurs de leurs parents, et que donc on ait de plus en plus d'enfants à devoir accueillir dans des foyers qui sont en surcapacité. Donc en fait, pour moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et il faut absolument savoir accueillir ces enfants pour éviter au maximum que ces enfants puissent recommencer des erreurs simplement parce qu'ils l'ont vu faire. Alors je suis pas psychologue, hein. Peut-être que ce que je raconte est un peu n'importe quoi, hein. Peut-être que c'est pas tout à fait, correct et juste, mais je pense sincèrement que malgré tout, ça peut pas faire du mal à ces enfants d'avoir un centre qui peut les accueillir, quoi. Ça ne peut pas être mauvais si c'est bien fait. Dans une lettre ouverte adressée à l'automne 2019, au département et à la préfecture, des professionnels de la protection de l'enfance du Loiret dénonçaient les conditions d'accueil à la maison de l'enfance en ces termes. Des cas de viol d'ados sur des enfants entre ados. Le service d'aide sociale à l'enfance ne peut pas toujours aider la victime en la séparant de son agresseur. Des matelas par terre, plus de chambres disponibles. Oh mais quel enfer! Mais c'est horrible! Oh là là! C'est des enfants qui passent d'un enfer à un autre! Mais je vous en conjure, mais putain de merde, quoi! C'est pas possible, quoi! Interrogé sur la suroccupation de cette structure, le président du tribunal d'Orléans nous répond, sans connaître les chiffres, que les juges des enfants ont fait état de leurs inquiétudes. En ce début d'été, il n'y aurait plus de problème majeur. Depuis janvier 2021, ils ont fait en sorte de faire partir tous les enfants qui étaient en sureffectif parce que la cocotte minute était en train d'exploser, confie un agent du département sous couvert d'anonymat. Depuis quelques semaines, le Loiret aurait aussi ouvert 10 places supplémentaires. Mais où sont partis ces enfants en sureffectif? Pas toujours dans des structures a priori adaptées. Le département confierait dorénavant des mineurs en danger à 2 gîtes de vacances, dont celui de l'association Cigale et Grillon, qui organise des colonies de vacances, des classes de découverte, des accueils de loisirs, des sorties à la journée. Cette innovation aurait démarré pour des séjours Covid, puis dès janvier 2021, il semble que des enfants y étaient accueillis de façon pérenne, jusqu'à une trentaine dans le gîte Cigale et Grillon. Mais est-ce que du coup le personnel est adapté? Bref, parce que ça doit être des enfants relativement traumatisés parfois, non? Enfin, je sais pas, j'y connais rien. Ça j'avoue que je sais pas. Si le projet de loi examiné cette semaine par les députés est adopté, il interdira les placements d'enfants dans des établissements chargés de les accueillir lors des congés ou des loisirs type colonie, sauf à titre exceptionnel et pour une durée qui ne pourra excéder 2 mois, au nom d'une démarche qualité. Au gîte Cigale et Grillon, les conditions d'accueil ont rapidement inquiété les travailleurs sociaux qui ont adressé des alertes à leur direction. D'après des pièces et enregistrements consultés par Mediapart, les récriminations sont nombreuses. Absence de port du masque par certains encadrants, des enfants couchés tard, un éloignement de 30 mètres entre les bâtiments des personnels et ceux des enfants. Faute de véhicules, des enfants seraient transportés en taxi à l'école, dans leur famille, en activité, en audience, à des rendez-vous médicaux, etc. Pour un coût pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros par mois pour un seul enfant, à la charge du département.
Donc en gros, on a des structures inadaptées, du coup on les met dans d'autres structures qui sont encore plus inadaptées, et en fait tout ça, en plus, le pire c'est ça, c'est que ça nous coûte une blinde. Donc rien ne va, dans toutes ces propositions, rien ne va, et personne, au niveau politique, ne se dit que ce serait intéressant d'en parler. Ah mais mon dieu, mais putain. Ah là là, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut absolument, pour moi, s'intéresser à la politique. C'est que ce sont des choses hyper importantes, et c'est des choses qu'on ne peut pas négliger. Et en fait, les gens négligent à partir du moment où ils se sentent pas forcément surveillés, qu'ils se disent que de toute façon personne fait attention à ses enfants et qu'on s'en fout. Or, justement, en sortant des articles comme ça, Mediapart, je trouve, fait vraiment un bon travail, du coup, et nous interpelle sur des situations que, du coup, pour lesquelles on va peut-être porter un œil critique, et les ministres ou les députés responsables ne pourront plus se cacher derrière la méconnaissance de la population. De quoi renoncer ? Dans un courrier daté de juin 2021, le directeur Enfance-Famille s'efforce de répondre à chacun des griefs des travailleurs sociaux. Pour pallier l'absence de mobilier pour les affaires des enfants, il rappelle l'achat de 30 bacs en plastique. Les espaces à vivre et chambres sont dans un état déplorable. Réponse : la période hivernale avec pluie et boue a constitué un facteur aggravant. Le directeur estime qu'à ce jour, aucune négligence n'a été observée et maintient sa grande confiance. Eh bien, Bobby, si tu maintiens ta confiance, qu'est-ce qu'on peut dire ? On va faire... Mais putain de merde. Dans un document obtenu par Mediapart, en tout cas, le directeur de l'association gestionnaire du gîte reconnaît lui-même que l'ensemble des missions habituellement assurées par les foyers ne sont pas incluses ici dans la prise en charge des enfants. Les encadrants n'auraient d'ailleurs pas de diplôme d'éducateur, souvent un simple BAFA, diplôme de base pour les animateurs en centre de loisirs accessible dès 17 ans. À l'exception d'une éducatrice détachée depuis mai. Eh ben, s'il y a une éducatrice spécialisée, que demande le peuple ? Qu'on arrête de râler, merde. Le département s'est pris d'intérêt pour une alternative, le placement dit à domicile. Mais c'est quoi ça ? Putain, mais plus on rentre dans l'article et plus on creuse, quoi. Récemment, d'après nos informations, une adolescente de 12 ans a par ailleurs été réorientée vers un autre lieu de placement après qu'elle eut déclaré avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un encadrant. Si une plainte a été déposée par la mère, le parquet d'Orléans ne nous a pas précisé les suites données. Enfin, pardon, j'ai un poil sur la langue. Voilà. Enfin, depuis quelques années, le département s'est pris d'intérêt pour une solution alternative au placement classique, le placement dit à domicile. Sur décision judiciaire, les enfants restent en réalité dans leur famille, avec un suivi éducatif conséquent et un lit accessible en foyer en cas d'urgence. Dans certaines situations, c'est adapté, dans d'autres, un pis-aller. Ok. D'accord. Je peux comprendre que dans certaines situations, ce soit adapté en vrai. Parce que ça doit être genre quand on suspecte, par exemple, que les parents soient abusifs, mais qu'on n'en est peut-être pas sûr à 100%, mais qu'il y a quand même des preuves assez conséquentes que pour avoir un doute raisonnable, sans non plus être assez conséquent que pour les placer. Et donc, en fait, ça permet à dire aux enfants, bon, vous restez à domicile, mais s'il y a le moindre problème, on vous prend, quoi. C'est en 2017 que le Loiret aurait créé 380 places à domicile, tandis qu'environ 200 places en structure d'accueil auraient été supprimées entre 2016 et 2019. Si l'on en croit la lettre ouverte des professionnels de la protection de l'enfance, le département n'a pas communiqué de chiffres à Mediapart. Ces placements à domicile s'avèrent bien moins chers que des placements en structure. Ils avoisineraient une trentaine d'euros par jour et par enfant, quand le prix en foyer atteindrait 172 euros, moyenne France entière, en 2017. Tentant. Certains juges des enfants ont pu ressentir que le conseil départemental souhaitait appuyer la mise en place de placements à domicile, indique le président du tribunal d'Orléans à Mediapart, et de préciser « ce n'est pas la voie qui a été retenue lorsque les situations éducatives n'étaient pas adaptées ». De toute façon, le dispositif de placement à domicile atteint à son tour la saturation. Mais putain, mais c'est pas possible. D'après nos informations, 150 enfants censés en bénéficier étaient fin juin en attente. Et celle-ci peut être longue, 5 mois régulièrement, même pour des enfants victimes de violences physiques. Confronté aux nombreuses questions de Mediapart, le département n'a pas répondu dans le détail. Il se dit très attentif à sa mission de protection de l'enfant, qui est une priorité dans son action quotidienne. De nombreux nouveaux projets sont en cours, accompagnés d'un budget en hausse depuis 2019, atteignant aujourd'hui 51 millions d'euros. Honnêtement, je sais pas si pour vous c'est la même chose, hein,
Mais moi, je trouve que répondre toujours à côté de la question, on est d'accord que c'est quand même que souvent tu bullshit, quoi. Quand les mecs ils te répondent un truc qu'ils auraient pu répondre à n'importe qui, c'est que on se fout de ta gueule un peu. C'est qu'en fait, on veut pas te répondre. C'est qu'on t'aurait pas envoyé de mail, ça aurait été pareil en fait. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils continuent à faire ça. C'est comme s'ils se disaient non mais ça va passer. Tu sais, on fait face à des journalistes qui nous posent des questions peut-être pointues, mais si on leur dit juste ça va aller, ils vont nous faire confiance. Selon son service communication, de nombreuses solutions ont été mises en œuvre pour améliorer la situation des enfants pris en charge, avec notamment la création de 48 places dédiées aux fratries sur 2 ans. Par ailleurs, concernant les situations individuelles évoquées, toutes les dispositions ont été prises par le département afin de protéger les enfants dont il a la charge. Voir l'intégralité de la réponse sous l'onglet prolongé, si cela vous intéresse. S'agissant de placements non exécutés, sans doute certains départements font-ils pire. Il y a des mesures qui ne sont pas exécutées, des mesures mal exécutées ou avec des délais très longs de plusieurs mois, voire 1 an, confirme Laurent Gebler, président de l'Association des magistrats de la jeunesse et de la famille. Les départements communiquent très peu. Parfois, les juges des enfants l'apprennent 1 an après, quand ils revoient la famille à une audience. Tout le paradoxe, c'est que 1% de saisines du juge des enfants proviennent des départements. Mais une fois que le juge décide d'une mesure, on lui explique, ou on ne lui explique pas d'ailleurs, que ces mesures ne peuvent pas être prises en charge. Et le magistrat d'ajouter, c'est un vrai souci, mais les moyens de pression sont très faibles. À l'occasion de l'examen du projet de loi protection des enfants cette semaine, les députés pourraient commencer par exercer leur droit de savoir. Et la petite boîte noire qui est toujours importante, Mediapart a sollicité plusieurs élus ou cadres du département du Loiret sans recevoir aucune réponse autre que celle fournie par la directrice de la communication département, LOL. Nous avons également sollicité la direction de l'association gestionnaire du gîte Cigale-Grillon sans retour à ce stade. Donc affaire à suivre, on ne sait jamais qu'il y ait de plus amples informations. Mais ce que je trouve choquant en fait aussi là derrière, c'est que ce que l'article ne dit pas, et qui pourtant est très important, c'est que en fait, qui dit que les enfants qui devraient être placés le sont vraiment? Dans le sens où, quand on sait comment les policiers maintenant peuvent être critiques, parfois, concernant certains appels de femmes, par exemple, qui sont battues, d'enfants qui sont aussi battus, toujours voir la vidéo Je suis en colère, et bien en fait, l'enfant qui devrait être dans ces centres devrait être 2 fois plus grand, et on le sait pas. Donc en fait, comment on peut avoir confiance en un système qui n'est même pas capable parce que je pense qu'il faut quand même, vous pourrez le dire en commentaire si vous êtes spécialiste de la question, mais je crois, si je dis pas de bêtises, que il faut quand même des preuves assez conséquentes pour placer un enfant. On retire pas un enfant de ses parents sur 2-3, voilà, ah bah il s'est cassé la jambe au ski, c'est bon, c'est terminé, on le place. Ça marche pas comme ça, quoi. Il faut vraiment des preuves qu'il y a maltraitance. Et c'est ça qui me choque un petit peu là derrière, en fait. C'est que comment on fait, en fait, si déjà avec le peu d'informations qu'on est là, on voit que ça se passe mal pour les enfants qui sont confirmés violentés. Comment on fait si en plus il y a un iceberg derrière qu'on ne voit pas?